Bonjour, on a légèrement modifié notre titre original et on va plutôt vous présenter un survol des études de potentiel et interventions archéologiques qui ont mené à la découverte de 3 nouveaux sites à Varennes. Donc le contexte, en 2022, dans le cadre de son 350e anniversaire de fondation, la ville de Varennes a publié un ouvrage destiné à un public général, donc la synthèse des connaissances archéologiques sur son territoire, qui a été préparé par Artefactuel. Le but initial de notre présentation, c'était de vous présenter l'ouvrage fini, mais on aurait eu besoin de la demi-journée à nous toutes seules, donc on va plutôt vous présenter 2 éléments qui ont mené à cette publication. Donc en 2020, des projets de développement étaient prévus sur des terrains dans le parc industriel de Varennes, en bordure du chemin de la Côte-Bissonnette. Monsieur Jacques Dalpé, qui est le président de la Société d'histoire de Varennes, mais aussi un résident et un historien amateur, s'inquiétait de la préservation des ressources archéologiques potentielles. Donc, le mandat a été octroyé à Artefactuel pour réaliser 3 études théoriques de potentiel. Les études théoriques portaient sur 3 terrains distincts, donc les lots 56-57, où on a retrouvé les vestiges d'un hôtel appelé La Saline, le lot 53, qui appartenait à la famille Brodeur depuis le tout début de la colonisation, et le Cap Saint-Michel, qui faisait originalement partie du lot 52 et dont les subdivisions successives ont rendu nos recherches vraiment compliquées. Les 3 études ont mené à 3 interventions d'inventaire en 2020 et 2021 et le tour du chapeau a été complété avec la découverte de 3 nouveaux sites, BKFI 56, 57, 58 et on a réévalué le site BKFI 29 dont les résultats surprenants vous seront présentés par ma collègue Luce en deuxième moitié de cette présentation. Donc, les terrains que je vous présente sont situés ici, le Cap Saint-Michel avec le site BKFI 58 et les sites 57 et 29 sont situés sur le lot 53. En résumé, le territoire de Varennes comporte aujourd'hui 43 sites connus. La majorité des sites découverts à ce jour se trouvent sur l'île Sainte-Thérèse. Et également sur l'île Sainte-Thérèse, on compte 10 sites à composantes préhistoriques. La plus ancienne manifestation remonte à l'archaïque supérieure, mais tous ces sites sont en contexte mélangé et ont été passablement perturbés par les occupations historiques, notamment par plus de 200 ans de labour. Donc aujourd'hui, on s'attarde plutôt à l'occupation historique. Donc la municipalité de Varennes recoupe le territoire de 5 seigneuries. Cap Saint-Michel et Cap de la Trinité ont été octroyés conjointement en 1668 à Jacques Lemoine et à son beau-frère Michel Messier. Le territoire de la seigneurie va être séparé entre les deux en 1676, mais aucune carte nous montre exactement où se situait la limite entre les deux. Et les 3 seigneuries suivantes, la Guillaudière, Sainte-Thérèse et Varennes, ont été octroyées en 1672. Donc, en ce qui concerne le Cap Saint-Michel, notre aire d'étude est entourée en orange sur la carte. Donc, le Cap Saint-Michel fait partie du domaine seigneurial. Michel Messier, le premier seigneur, est capitaine de milice, donc il est souvent absent et il investit peu d'efforts dans le développement de sa seigneurie. On retrouve une première mention d'un manoir qui remonte à 1681 et il s'agirait d'une maison en bois. Par la suite, des échanges de terres entre les héritiers rendent l'interprétation des actes notariés ardue et la localisation du premier manoir seigneurial est difficile à déterminer. On trouve aussi de très rares mentions de l'existence d'un fort érigé sur le Cap Saint-Michel, mais on pourra peut-être revenir vous en parler en 2023. La plus ancienne carte à montrer le développement du cadre bâti dans la région de Varennes, c'est la carte du général Murray en 1761. On voit qu'il y a une concentration d'habitations qui se développe sur le Cap Saint-Michel, mais il ne s'agira jamais du développement d'un noyau villageois.
En 1702, le fils héritier de Michel Messier, François Michel, possède le lot qui correspond aujourd'hui au numéro 52. Les archives mentionnent l'existence d'une maison en bois sur le lot 52 et l'aveu et dénombrement de 1736 décrit la construction d'une seconde maison. Donc on parle d'une maison en pièce sur pièce avec cheminée de pierre et couverte de planches. Le seigneur possède également des dépendances et le tout est couvert de paille. Aujourd'hui, sur le cap Saint-Michel, on retrouve une seule maison qui n'est plus habitée. Donc, cette maison, située au 3448 chemin de la Côte-Bissonnette, est inventoriée dans l'inventaire du patrimoine bâti de Varennes et celui de la MRC. Elle se trouve sur le lot 47, qui est séparé du lot original 52. Cette maison est reconnue dans la tradition orale locale comme étant un ancien manoir seigneurial qui aurait été construit au début du 18e siècle. On la voit sur plusieurs photographies, entre autres en 1940 et en 1953. Donc, elle a très peu changé. Même si la tradition orale parle d'un manoir seigneurial et qu'elle aurait été construite au début du 18e siècle, l'examen des documents d'archives a plutôt révélé qu'il n'y a pas de résidence en pierre sur le cap Saint-Michel avant au moins le 19e siècle. Donc, dans la chaîne de titres, on peut voir que la première mention d'une résidence en pierre se trouve dans un acte de vente de 1865. La maison aurait pu être construite un petit peu auparavant puisqu'on ne parle pas du cadre bâti dans les documents précédents. Sur une carte topographique de 1918, on voit qu'il y a deux résidences en pierre sur le cap Saint-Michel. Donc, celle de gauche correspond à la maison actuelle et celle de droite est aujourd'hui disparue. On a retrouvé des photos datant de 1943 qui montrent deux maisons situées sur le cap Saint-Michel. Sur la photo du haut, la légende stipule qu'il s'agit d'une maison construite en 1737 et la photo du bas, c'est la maison actuelle du cap Saint-Michel au 3448 et la légende dit maison voisine du manoir du cap Saint-Michel. Donc, il s'agirait des deux maisons qu'on peut voir sur la carte de 1918. J'ai trouvé une troisième photographie qui date de 1947, sans qu'on sache exactement où la photo a été prise. On voit très bien que la maison qui est photographiée en avant-plan correspond à la première maison des deux photos. Et en arrière-plan, dissimulée dans la végétation, on devine, mais croyez-moi sur parole, là, elle est vraiment là, on devine une deuxième maison. Et ça serait la maison actuelle sur le cap Saint-Michel. Donc, cette photo-là pourrait vraisemblablement correspondre aux deux maisons qui étaient sur le cap Saint-Michel. En 1936, on voit apparaître un troisième bâtiment dans le secteur. Et deux de ces bâtiments-là seront démolis au cours des années 50 avec le développement des industries dans le secteur, notamment des industries chimiques. Et la maison du 3448 a été épargnée de peu parce qu'elle servait à loger des dirigeants de l'entreprise voisine Shawinigan Chemical. Donc, les objectifs de l'intervention sur le terrain qui étaient en lien avec l'occupation historique, c'était d'abord de documenter les occupations successives en ciblant particulièrement les deux emplacements potentiels des bâtiments disparus, juste ici, et de documenter la période de construction de la maison du 3448 en effectuant un sondage à proximité. Dans la zone H4, l'objectif était plutôt de vérifier le potentiel préhistorique en documentant la succession des dépôts fluviaux. Donc le cap Saint-Michel vu des airs. Ici, les premières tranchées qui ont fini par être pas mal une aire ouverte pour essayer de retracer les fondations de la maison qui apparaissent sur les photos de 1943 et 1947.
Les résultats ont été très peu concluants. On avait affaire à des contextes bouleversés. Il y a quand même des artefacts assez anciens qui sont sortis, mais le tout était plutôt mélangé avec des objets plus récents. Ici, par contre, il s'est avéré qu'on a retrouvé les fondations d'un bâtiment qui pourrait être vraiment ancien et remonter au début du 18e siècle. Les résultats sont encore en cours d'analyse et on va devoir poursuivre les recherches, mais déjà c'est très prometteur. Un premier sondage a permis de mettre au jour une fosse à déchets qui contenait une grande quantité de déchets alimentaires, mais également de la céramique du début du 18e siècle. Et dans un second sondage, on a une couche de sol qui pourrait correspondre à la surface d'un vide sanitaire ou un sous-plancher avec des fibres de bois et plusieurs très petits objets comme des perles de verre, des épingles et une grande quantité de petits ossements de rongeurs. Donc de ce côté-là, ce sera à suivre. On change d'endroit maintenant pour aller sur le lot 53, qui a été octroyé à la fille du premier seigneur, Marianne Messier, et à son mari, Jean-Baptiste Le Brodeur, en 1699. Donc, mis à part l'occupation domestique associée à plusieurs générations de la famille Brodeur et les activités agricoles, le sol a connu peu de bouleversements, ce qui en faisait une aire de recherche très prometteuse sur le plan archéologique. 3 sites étaient déjà connus à proximité depuis 1989 et sur le site BKFI 29, l'inventaire avait révélé des vestiges architecturaux et un assemblage de plus de 700 artefacts datant du milieu du 18e siècle jusqu'à la première moitié du 19e siècle. Donc l'album photo de la famille Brodeur comprenait entre autres des photographies de maisons connues pour être situées à proximité du moulin. On a également retrouvé dans les archives une photo du moulin qui montre son environnement et sa proximité avec le chemin de la Côte-Bissonnette. Et une deuxième photo, datée de vers 1910, qui le montre en état d'abandon, donc peu de temps avant sa démolition. Également, au moment de sa démolition, M. Prime Brodeur avait récupéré les pierres de meule pour, entre autres, en faire un dallage devant son poulailler. Et la Société d'histoire de Varennes a récupéré les pierres en 2018. En examinant les cartes disponibles, on a retrouvé l'illustration du moulin, donc en 1761, 1858 et 1865. Or, en superposant les cartes, on se rend rapidement compte qu'elles sont peu précises. Donc, le moulin, la plupart du temps, se retrouve en dehors de l'aire d'étude. Ici aussi, en 1865, mais j'attire aussi votre attention sur la présence d'une forge à proximité. Sur la carte de 1858, le moulin tombe effectivement à l'intérieur de notre aire d'étude. Malheureusement, cette carte-là a été retrouvée dans les archives après le dépôt de notre étude de potentiel, mais avant l'intervention au terrain. Donc, c'est venu un peu renforcer notre confiance. C'est finalement la comparaison des cartes topo de 1918 et 1936 qui montre la dispersion d'une construction en pierre qui était située sur le lot 53. Donc, on la voit ici en 1918 et le bâtiment est disparu en 1936. Et cet intervalle de temps concorde avec la démolition du moulin Brodeur qui, selon la tradition orale et les témoignages, aurait été démoli autour des années 1920-1930. Donc, je laisse maintenant ma collègue Luce vous parler un peu plus en détail des résultats de nos interventions sur le site du Moulin Brodeur et sur la réévaluation du site BKFI 29. Alors, merci Violette pour cette superbe présentation. Je vais continuer avec un bref survol des résultats de notre inventaire aux abords du chemin de la Côte-Bissonnette, où on a fait de très belles découvertes. Notre intervention avait donc pour mandat d'expertiser le potentiel archéologique à l'emplacement présumé de l'ancien moulin à vent ayant appartenu à la famille Brodeur. C'est une des familles souches de Varennes,
à leur résidence principale ainsi qu'à d'autres bâtiments agricoles érigés sur leurs terres au cours du 18e siècle. Les recherches documentaires préalables, combinant des données cartographiques et iconographiques, ainsi que différentes pièces d'archives provenant de la Société d'histoire de Varennes, avaient donc permis d'identifier plusieurs ressources potentielles à investiguer et laisser appréhender un très fort potentiel de découverte sur le lot 53P. Nos objectifs visaient donc à documenter les vestiges de fondation du moulin, de même que les anciens contextes d'occupation associés aux bâtiments résidentiels et secondaires sur l'ancienne terre des Brodeurs. Quelques minutes après l'amorce des travaux vers la limite sud du lot, les vestiges de fondation du moulin à vent apparaissaient déjà à faible profondeur sous la surface. Un amas de pierres déstructurées, reposant parmi la végétation en friche, a été repéré à cet emplacement. Avec l'aide de la pelle mécanique, les murs du moulin ont pu être dégagés. Le diamètre extérieur des fondations mesure exactement 6,50 m et la maçonnerie demeure dans un excellent état de conservation. Même l'ancienne porte d'entrée qui faisait face au sud a aussi été localisée. Tout était en place, les sols témoignant de son abandon et les sols d'occupation retrouvés autour du moulin étaient préservés dans leur contexte de déposition. Le ministère a donné un nouveau code Borden, le site BKFC 57, pour les découvertes associées à l'ancien moulin brodeur. Donc ici, on a un échantillon de tessons céramiques découvert dans les sols d'occupation entourant les fondations du moulin. On a des fragments de terre cuite commune, des tessons de creamware de type royal produits entre 1768 et 1820, du pearlware à décor imprimé bleu, de la terre cuite fine blanche et un phono de pipe TD avec la marque WG sur l'éperon. Merci à Marie-Hélène Davio pour la très belle photo. Le site BKFI 29 avait déjà été identifié par Ethnoscope à la fin des années 80 lors d'un inventaire pour le projet Soligaz. Pour circonscrire leur découverte, on a fait 2 tranchées exploratoires excavées à la limite nord du lot, du côté est du chemin Bissonnette. Et oui, surprise, l'une de ces tranchées a mené à la découverte, à la magnifique découverte, dis-je, d'un carré d'habitation composé de vestiges maçonnés de pierre des champs. Reposant directement sous le terreau de surface, le mur de façade, le mur arrière ainsi que le coin sud-ouest de la maison étaient dégagés avec la base d'un foyer central au cœur de l'habitation. Des aménagements à l'extérieur de la maison ont été documentés au cours de l'inventaire, comme des fosses à déchets, des trous de poteaux et des trous de piquet. Les sols d'occupation expertisés témoignent de contextes domestiques dont l'assemblage des artefacts est essentiellement issu des 18e et 19e siècles. L'ensemble du tissu archéologique se caractérise par un état de préservation rarissime parce que vraiment, les sols d'occupation accumulés dans l'aire d'habitation sont demeurés en place, complètement intègres, sans aucune perturbation depuis l'abandon des lieux par les anciens occupants. La maison n'a d'ailleurs jamais été desservie ni par l'eau courante ni par l'électricité. On a réalisé 3 sondages manuels à l'intérieur de la maison et la collection d'artefacts retrouvés dans chacun des sondages contient une vaste panoplie d'objets usuels représentatifs de la vie quotidienne au fil des 18e et 19e siècles dans une habitation rurale. Les sols d'occupation inventoriés dans le sondage 3B étaient particulièrement riches en cultures matérielles associées à la consommation des aliments. Selon toute vraisemblance, cet espace confiné entre le mur arrière de la maison et le foyer central devait correspondre à l'emplacement de la cuisine. Donc ici, on voit quelques ustensiles de cuisine retrouvés dans les sols d'occupation de la maison. En partant de la gauche, on a une oreille de contenant en fer, une cuillère de table en étain, 2 appliques en os d'un manche à ustensiles, une lame de couteau, des manches d'ustensiles et 2 fourchettes. Ici, on a un petit échantillon de divers objets en céramique à fonction domestique, toujours découverts à l'intérieur de la maison, dont une magnifique terrine et des pièces en creamware. On a aussi retrouvé plusieurs pièces en fer forgé et alliage ferreux, dont des éléments de quincaillerie d'architecture et de mobilier. On a des anneaux, des pentures, gonds, des clés et des crochets.
La collection contient également une grande quantité de restes osseux alimentaires. Là, on a des ossements de poissons, d'oiseaux, de mammifères, dont certains portaient des traces de dents de rongeurs. On a aussi des clous forgés, découpés, des contenants en terre cuite commune de fabrication locale, des petits nodules d'argile, soit des billes ou des pièces de jeu, des fourneaux de pipe, encore du creamware, des épingles à tête enroulée et la pièce d'une boucle à chaussures ou langue de chape. Sur la photo aussi, on a des perles de chapelet, le fragment d'un peigne à peau en os et de nombreuses épingles de couture. Merci encore à Marie-Hélène Daviau pour les superbes photographies d'assemblage. Les sites du Moulin à Vent et la Maison Brodeur possèdent un immense potentiel de recherche et recèlent une quantité incroyable de données scientifiques auxquelles des analyses spécialisées multidisciplinaires et une numérisation 3D de l'ensemble des vestiges pourraient considérablement venir bonifier les informations acquises lors de la phase d'inventaire. C'est certain que la fouille plus minutieuse de ces sites permettrait certainement d'en connaître davantage sur les gens de métier et les employés du maître meunier qui ont gravité autour des activités du moulin construit aux abords de la côte Bissonnette. C'est un chemin qui constituait autrefois l'une des toutes premières voies de communication terrestre entre Varennes et Verchères. Des recherches plus approfondies permettraient aussi de mieux comprendre les différentes facettes de la vie de ces anciens habitants à une époque qui précède le développement du noyau villageois de Varennes. De par leur richesse patrimoniale et pour toute l'histoire qu'ils ont encore à raconter, ces sites devraient bénéficier sans aucun doute d'une mise en valeur en favorisant l'intégration des données archéologiques récemment acquises à l'aménagement urbain du futur parc industriel et portuaire de Varennes. Un grand merci à tous en espérant que cette présentation vous ait plu.